Bien, bonjour à tous pour cette émission dédiée à un trompettiste qui nous a quittés il y a 30 ans. Ce trompettiste, c'est Bill Hardman. Bill Hardman qui était connu pour avoir joué dans cette période du jazz qui s'appelle le hard bop autour des années 50 et 60. Bill Hardman est né en 1933 à Cleveland, dans l'Ohio. Il a commencé à jouer au début des années 50 avec le pianiste Tadd Dameron. Il a ensuite joué avec le chanteur Tiny Bradshaw pour ensuite être repéré par Jackie McLean en 1956. Jackie McLean qui l'a par la suite présenté à Art Blakey. Art Blakey, avec lequel il a enregistré des albums qui sont restés mythiques dans la sphère du hard bop tels que Tough, Mirage, Theory of Heart, toujours avec Jackie McLean et également Johnny Griffin au saxophone. Il a par la suite joué avec des musiciens tels que Charles Mingus, Lou Donaldson, Horace Silver. Avec le quintet d'Art Blakey, il a joué dans cette période de 56 à 58, pour ensuite jouer de 66 à 69 et pour une bonne partie des années 70. Et qui de mieux pour parler de Bill Hardman que d'avoir Roselyne Hardman. Roselyne, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Je crois que tu es un petit peu enrhumé, c'est ça? Oui, la fin d'un gros rhume. La fin d'un gros rhume. Bon, Roselyne, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis quelques années. On va pas rentrer dans le détail pour les amateurs de jazz qui vont regarder cette vidéo pour en connaître un peu plus sur Bill Hardman. Mais bien sûr, donc j'ai pensé à toi pour pouvoir parler de Bill, de sa carrière en tant qu'ex-épouse et pour avoir partagé sa vie pendant voilà, quelques années, on va dire. Donc, Roselyne, j'aimerais que tu nous racontes déjà les conditions dans lesquelles vous vous êtes rencontrés, toi et Bill. Eh bien, donc, merci Mathieu. Ravi de pouvoir développer un peu la carrière de Bill, qui n'est pas toujours très connue, car il était un peu sous-estimé. Donc, c'était au Festival de Nice en 1976 que nous nous sommes rencontrés. Je venais de me rapatrier à Nice en 1974. J'habitais New York, mais j'avais assez vu New York, donc je me retrouve à Nice. En 1975, je participe au festival de jazz que je découvre avec John Newman, Betty, toute l'équipe des jazzmen où j'avais trouvé un petit boulot. Et l'année suivante, je vais donc auprès du parc Simier où il y avait tous ces musiciens légendaires. Et c'est là que j'ai rencontré, donc, pour moi, une nouvelle équipe, un nouveau groupe, c'était Art Blakey et les Jazz Messengers. Voilà, donc je me suis trouvée au milieu de tous ces musiciens et donc j'ai rencontré Bill qui m'avait vraiment bien marqué. C'était un ami de John avec qui j'avais déjà tissé des liens l'été précédent. Donc j'étais au milieu des trompettistes. Voilà. Ce qu'il faut dire aux amateurs de jazz qui nous regardent, c'est que tu étais installé à New York les années d'avant et tu es revenu t'installer à Nice et tu ne connaissais pas forcément le jazz. Ben, oui, c'est ça qui est assez comique. J'étais effectivement de 69 à 74 à Nice, célibataire, voyageuse. Puis je cherchais à découvrir le jazz. J'avais été de Greenwich Village, trois concerts, mais c'était un mauvais choix. Dans le style New Orleans, c'était pas grand-chose. Voilà.
Et quand je suis arrivée à Nice, et puis je suis allée à la parade du festival de jazz, je me dis, tiens, il se passe quelque chose. Et j'ai découvert le jazz, le bebop, le hard bop. Et il y avait donc, il y avait Sarah Vaughan, il y avait etc. Un défilé de tous ces, comment on les appelait, les glorieux du jazz. En plus, c'est un beau cadre pour se rencontrer avec Bill dans les arènes de Simiez pendant le festival d'été du Festival de Jazz de Nice. Absolument, c'est magnifique parce que tu avais les arènes d'un côté, pour les grands orchestres comme Bézi. Ensuite, tu avais le jardin des Oliviers, il y avait aussi une estrade. Et puis ensuite, devant le musée de Matisse, musée Matisse. Voilà. Donc, c'était extraordinaire, l'ambiance, le décor, la chaleur, tout était parfait. Vers, le groupe a Bleké parmi d'autres, mais a Bleké et donc il y avait Jazz Messenger, dont Bill, avec Nicky Tucker, David Schneider, Jim Brown, etc. Et eux partaient ensuite tourner en Italie. Et c'est là que j'étais invitée à les suivre. Donc moi, j'ai pris le train parce qu'à l'époque, ils avaient des petites estafettes et ils voyageaient d'une ville à une autre. Pas facile, donc il n'y avait pas de place pour moi. J'ai pris le train, je suis allée écouter des concerts sur place. C'est une belle expérience avec eux. Il faut dire que les Italiens comme les Japonais, c'est les plus grands amateurs de jazz, ils étaient vraiment des passionnés. Ils savaient écouter et ensuite participer à la musique à la fin, c'était extraordinaire comme ambiance, effectivement, parce qu'après on tournait un peu en Europe, mais suivant les pays, les gens ne réagissaient pas de la même façon. L'italien, c'était extraordinaire. Bon, le Japon, je ne suis pas allée, mais je sais que Bill aimait beaucoup le Japon. Pour ce public très, très grand amateur et Donc à l'époque de ces années, le milieu des années 70, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les téléphones portables. Pour pouvoir suivre la carrière d'un musicien qui en plus est en tournée permanente et entretenir une relation, ça ne devait pas être simple quand même, en plus d'un pays à l'autre. Et j'ai correspondu avec Bill et je me suis dit, on verra bien si la relation tient ou non. Donc ça a été un peu compliqué. On s'écrivait, donc c'est des lettres qui mettaient d'Afrique de New York un certain temps. Roselyne, je voudrais savoir ce que tu as ressenti quand tu as vu les Jazz Messengers dans les arènes de Simiez pour la première fois que tu as vu ce groupe-là jouer leur répertoire avec bien sûr Bill en tant que trompettiste. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le jazz, quand tu vois ce groupe-là, remémore-nous un petit peu tes émotions. Ah ben, c'est vrai que pour moi, c'était une découverte, c'était tout à fait nouveau. Et je me souviens, j'avais ma petite mobilette, j'arrivais là, je m'installais des oliviers dans ce jardin magnifique. Et je m'installais avec ma musique, et puis je m'apprêtais à écouter la musique que je connaissais, etc. Puis bien sûr, je suis arrivée, notamment avec ce fond assez imposant qui était âpre, qui avait sa tenue safari, le short, les grandes chaussettes, et une grande cape. J'étais là complètement sidérée. Je dis, qu'est-ce qui va se passer? C'est une genre de musique, qu'est-ce que ça va donner? Je ne connaissais personne, grand-chose au jazz. Et puis ils ont démarré, un tonnerre, et tout enflammé. C'était un peu d'artifice. Hein. J'ai dit, il se passe quelque chose. Oui. Voilà, Oui. donc ça a été un peu la révolution. J'ai dit, ah ben voilà quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Je ne connais pas, mais voilà, j'étais attirée. J'étais aimantée par cette musique et ça correspondait peut-être à ce que je cherchais depuis le début. Enfin voilà, c'était formidable. C'était vraiment coup de cœur pour cette musique, comme j'avais pour des ballets de Tchaïkovski. Enfin, c'était l'extase. Et comment tu as fait pour aller parler à Bill? Tu l'as attendu à la sortie de scène ou comment ça s'est passé? Oh, mais non, pas du tout, il ne m'attirait pas, personne ne m'attirait, moi c'est tout le monde et personne, voilà. Ouais. Et, je connaissais le jazzman de l'année du festival 75, qui était venu à l'hôtel où j'avais un petit job, donc j'étais toujours avec eux, et Newman était avec moi à ma table, parce qu'on avait été manger
un petit casse-croûte. Et il y a une trompettiste qui est venue vers moi, c'était Bill, qui est arrivé et qui m'a collé sa trompette en me demandant de la garder parce qu'il allait aux toilettes. Alors je me suis dit quand même, il a confiance. Et finalement, je savais que j'étais déjà avec une amie dont je connaissais bien. Et c'est comme ça que je l'ai approché, qui s'est approché de moi pour un besoin. Je me suis dit tout de suite, mais quand même, je ne connais pas. Vous êtes marié en 1979 et ensuite tu es parti t'installer à Brooklyn avec Bill Hardman. Oui. Exact. Et j'ai pris l'avion à New York. Miami, j'ai fait la boucle aussi. Mes parents sans dire à personne que ma collègue d'ambassade, parce que je me dis, OK, je vais tester pour voir si la relation est correcte, si je vais aller là-bas ou non. Voilà, et je savais qu'ils avaient projeté une tournée en Europe. Donc, je passe un mois, et après, je viens en Europe. Donc, si ça cloche, je resterai en Europe. Ça fait ma bouée de secours. Alors, donc, ce vol, ça m'a fait un grand chose de revenir à New York. Et là, on nous a mis à Brooklyn, alors qu'avant, j'habitais à Manhattan. Mais j'avais du mal parce que c'était les grands espaces africains. Je me retrouvais dans le béton new-yorkais. Et Bill vivait dans un appartement, enfin c'était une maison, il vivait dans le loin. Moi j'étais une petite nocturne, mais lui nocturne, je dis oh là, ça va aller. Donc, petit à petit, j'ai amélioré les choses. J'ai dû déjà repeindre, enlever le volet, j'ai amélioré un peu, disons, et puis petit à petit, la relation s'est installée. La toute qu'on a fait en 77-78, j'ai fait revenir parce qu'il voulait la faire tour à Quintet, Quintet. Donc, je me suis occupée d'eux en tant que road manager. Fort sympa. J'imagine. Donc, Roselyne, tu es installée à Brooklyn dans la fin des années 70. J'imagine que tout de suite après, ça a été se lancer dans le bain des clubs de jazz new-yorkais pour suivre Bill. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance de ces clubs-là dans ces débuts des années 80 et de tous les concerts mémorables que tu as pu voir en me citant voilà quelques artistes qui se démarqueraient du lot et puis de cette vie là de club de jazz que tu as vécu? Alors là, il y avait du choix parce que c'était fin 70-80. C'était vraiment, je dirais, les années 80. C'était merveilleux. Partout où tu allais, en une soirée, 3-4 clubs de jazz parce qu'il y avait de la bonne musique partout. Alors, notamment, vous savez, les lundis soirs, c'était pratiquement porte ouverte, un peu ringard. Donc, il y avait une personne, même par mois. Par exemple, mettons, je t'avais cité Dexter Gordon. Alors, Dexter était là pendant un mois, il venait et jouait, il faisait des jam sessions jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin. Donc, on y allait souvent, on allait à la cave, et on retrouvait des musiciens de passage. C'était toujours spécial, vraiment spécial. Et surtout qu'on était accueillis par le patron avec la baronne de Panonica. Oui, alors voilà, tu me racontais l'autre fois là que tu avais eu l'expérience de t'asseoir à la table de la baronne de Rothschild de Panonica, qui était célèbre pour avoir accueilli Charlie Parker dans son appartement et également d'autres musiciens tels que Thelonious Monk. Comment ça s'est passé, cette anecdote-là, de t'asseoir à la table de la baronesse? Ah, ben, je m'en souviens toujours parce que Joe, le propriétaire du Venga, m'avait introduit à cette dame qui était à une petite table tout autour du club parce que j'étais française, je parlais allemand aussi et elle parlait aussi français. Donc, on a discuté un petit peu. Puis après, j'ai cherché à connaître cette dame. Oui. Et époustouflée par son destin, et son grandeur d'âme et son amour pour le jazz et les jazzmen, tout ce qu'elle a fait. C'est inouï quand elle avait sa robe, elle pouvait se mettre devant le jazz, là, pour ramener les musiciens chez eux. C'était inouï. Voilà. Et puis après, c'était ce club pour parler des clubs, il y avait des œuvres qui marchaient très très bien aussi.
Et puis, j'ai oublié les noms des autres, il y en avait tellement. Et puis, parfois, c'était chez les uns, chez les autres. Nous, à Brooklyn, on avait donc un appartement assez grand. Il en avait fait son atelier, son workshop. Il y avait toujours un défi de musiciens qui passaient à la maison. Par exemple, si on faisait Thanksgiving, la grande fête américaine, j'en invitais deux, on était tout de suite 12, 15. Il y en a un qui devait toquer à la porte, il était seul. Ah oui. Donc j'imagine qu'il y avait peut-être des petites jam sessions qui devaient se faire en fin de soirée à la maison. Ça devait être monnaie courante. Tu as dû voir passer pas mal de musiciens qui sont venus faire le bœuf. Alors, c'était pas quand même le bœuf, parce que c'était une petite maison de Brooklyn, donc il y avait quand même deux, trois appartements au-dessus. Mais Bill en faisait son atelier, il venait des. Donc, il avait deux, trois étudiants qui passaient régulièrement à la maison. Mais quand on faisait des repas, alors, il y avait qui venait, qui avait tous les musiciens qui habitaient Brooklyn, qui étaient voisins en fait. Et il y avait Slide Hampton qui était au coin de la rue, il y avait la famille Marsalis, plus tard les Marsalis Brothers sont venus. Mais c'est surtout Slide qui était là, il y avait Bill Lee, il y avait qui encore passé là, il y avait tout un défilé, donc on attendait pas qu'ils se présentaient. C'était les portes ouvertes, alors c'était génial quoi. Et tu me disais qu'également la baronesse de Panonica, elle organisait des soirées comme ça chaque semaine pour faire des bœufs, pour recevoir les musiciens aussi? Ça, je ne sais pas vraiment. Enfin, je sais qu'au départ, elle avait une chambre d'hôtel près du Central Park où tous les musiciens pouvaient être hébergés, jouer ou dormir. Enfin, et c'était tellement chaotique qu'ils l'ont virée de là qu'elle s'est acheté une maison dans le New Jersey, de l'autre côté de la Hudson River, qui était, bon, c'était pas compliqué pour les jazzmen d'y aller, tu prenais le bus et tu y arrivais. Elle voulait donc une grande maison, il fallait sortir de Manhattan, et là, n'importe qui y allait, et c'est là qu'ils faisaient du beurre, c'est là qu'ils les accueillaient. Et cette maison s'appelait The Cat's House. Oui, Un jeu de mots très mignon. Cat's House. Oui. Voilà. Et c'est là aussi que petit à petit, elle a approché chacun des musiciens qui passaient chez elle et lui posait cette question dont je t'ai parlé, qui est pour faire un livre qu'elle n'a jamais fait, mais c'est sa fille qui récemment a écrit ce livre, enfin elle a ramassé toutes les informations que son maman avait fait. Et puis ce bouquin s'appelle The Three Wishes. Alors c'était les trois vœux, la baronne de mon musicien. Elle lui disait, voilà, si je demandais que les trois vœux de ta vie, quels sont. Donc, chacun, elle a raconté, c'était une phrase clé, très courte comme ça. Donc, j'ai découvert ça et j'espère qu'aussi Bill était passé chez elle et qu'il était à l'index. Et elle devait avoir une personnalité assez particulière quand même, la baronesse de Panonica, non? Absolument, parce qu'elle avait renié sa famille Rothschild et qu'elle s'était installée à New York parce qu'elle avait découvert le jazz par Monk et par Parker, Charlie Parker. Et donc, elle avait tiré un trait sur sa famille et s'occupait des jazzmen. Oui, c'est une très très belle personnalité du jazz. Elle a aidé énormément de musiciens qui étaient dans les difficultés pendant des années et des années. Ah oui. Et c'est pour ça que Monk lui a dédié une composition d'ailleurs. Voilà. Et j'aimerais que tu me parles de Dexter Gordon, parce que Dexter Gordon, pour moi, ça a été un musicien que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune, et c'est pour moi l'archétype vraiment du bebop adapté au ténor et avec un flegme, une personnalité hors du commun, et puis il avait vraiment un swing incroyable. Tu l'as vu dans un club, c'était au Vanguard, c'est ça? Oui, au Village Vanguard, où il passait tous les lundis soirs pendant quelques mois. Donc, je le connais en tant que musicien, mais pas vraiment en tant qu'ami, parce qu'il habitait pas ni Brooklyn ni Manhattan, donc il n'était pas à la maison. D'accord. Pas vraiment. Par contre, j'ai connu d'autres. Bon, ben, évidemment, Junior Cook, c'était obligatoire, le frère de l'acolyte de Bill, c'était Junior Cook. Et puis, il y avait aussi Charlie Rouse, aussi, qui était très proche. Ah, ça m'intéresse. Charlie Rouse passait à la maison souvent? Oui, mais oui, alors, Ah oui. une belle histoire avec Charlie. Avec Charlie, Ronnie Matthews, Jimmy Cobb, Bill et Charlie, voilà. C'était un quintet. Nous sommes partis à la Guadeloupe en mars 79
D'accord. Ils sont invités par le Club Med. Et Bill ne voulait pas, parce qu'il dit, moi, je ne joue pas gratuitement. Alors, je lui ai dit, ah, mais quand même, ce serait le mois de mars, il y a toujours des cyclones de neige à New York, et puis bon, Ouais. ça revient cher, il faut économiser temps pour y aller et tout. Puis de fil en aiguille, avec Ronnie Mathieu, le pianiste, on l'a encouragé et nous sommes partis et c'était fabuleux. 5 grands musiciens se sont éclatés, à jouer sur la plage tous les jours, en short, maillot de bain, ça a été Donc, vous avez passé des vacances avec Charlie Rouse, il y avait donc Bill, il y avait Ronnie Matthews. Vous avez passé des vacances au Club Med de la Guadeloupe, c'est ça? oui, 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 voilà, Et donc, c'était bœuf musical et baignade, quoi, le programme. sans arrêt, oui, 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 oui. Et ils ont beaucoup aimé leur séjour là-bas. Bien sûr, parce que Ouais. c'était une ambiance de rêve. Ah oui, bah oui, oui. Charlie Rouse, en plus, j'écoutais dernièrement une version du standard Down That Dream. Il la joue tellement bien. Il a tellement un son qui est magnifique, il prend au trip. Et ça devait être une belle personnalité également, Charlie Rouse. Absolument, absolument. Et c'était un peu le grand frère de Bill. Ils étaient quand tu les voyais ensemble, il y avait presque une ressemblance. Mais une union aussi, quand ils jouaient, c'était une telle compréhension musicale et puis une douceur dans leur phrasé. Enfin, c'était un enchantement. Ils s'accordaient immédiatement bien. C'était formidable. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu, tout à l'heure tu nous parlais du fait que Bill aimait particulièrement jouer en Italie et au Japon pour un public de connaisseurs. Est-ce qu'il te parlait justement de cette différence en tant qu'artiste de se produire aux États-Unis et en Europe? Quel sentiment il avait là-dessus? Alors, c'est sûr que c'était globalement la vie de tous. Jouer en Europe, c'était le rêve. Ils étaient tellement plus appréciés. À part Manhattan, il n'y avait rien d'autre. Il y a eu après des festivals qui se sont bien développés, le festival et d'autres. Mais c'était une grande joie pour eux de partir en Europe parce que l'accueil était merveilleux. Le public était extraordinaire. C'était pour eux le top du top, quoi. C'était vraiment un enrichissement pour eux, une joie de vivre et de jouer. Et beaucoup, le public tellement plus attentif, reconnaissant aussi. On demandait toujours, tu n'as pas souvent le même enthousiasme. C'est pas du tout pareil. Bien sûr. Tu es arrivé dans la vie de Bill à un moment où il était dans la formation d'Art Blakey et de Jazz Messengers. Il a ensuite fait des albums en solo. Et toi, en le vivant de l'intérieur, qu'est-ce qu'il te disait de son expérience du quintet des Jazz Messengers et du fait qu'à un moment, il évolue, voilà, se produire des albums avec ses formations à lui? Ah ben, c'était son rêve, faire ce qu'il voulait, composer ce qu'il voulait et être libre de choisir ses partenaires, de faire des disques suivant ses envies. Et pour lui, je pense que c'est là où il a commencé vraiment à s'éclater. Il n'était plus là à l'époque, Oui. c'est lui qui choisissait. Et c'est vrai, chaque fois qu'il prenait un disque, les partenaires variaient, mais c'était toujours c'était superbe à chaque fois, parce que quand il a fait, par exemple, The Vibration Societies, il était avec Steve Turé. Il reprenait la musique de Roland Kirk. C'était aussi une belle découverte pour Ah, moi. magnifique. Je Tu connais connaissais pas la musique de Roland Kirk? alors je me suis mis, je l'ai écouté, je me suis dit, c'est un génie, ce type qui était aveugle, Ouais. en 3 saxophones à la Tellement du blues qui te prend aux tripes. mais c'est un Vraiment. poète, également Ouais. un poète, mais vraiment une belle personne aussi. Et donc voilà, donc il a mis à l'honneur sa musique et ça a donné quelque chose d'assez fabuleux quoi, quand il a fait ce disque. Et puis après, il avait fait Home, Politely, Focus. Il avait fait pas mal aussi de musique avec le pianiste, son pianiste. Bon, si c'était pas Ronnie Matthews, c'était Mickey Tucker pour de longues années. Mickey, le grand pianiste qui est toujours vivant, que j'ai été voir il y a 2 ans en Australie, à Melbourne, parce qu'il est parti là-bas. D'accord. Il ne supportait plus les USA et
Oui, On fait plus le jazz comme il aimait, donc il est parti. Et Mickey Tucker, pour moi, c'était un pianiste de toute beauté parce que il avait de ces envolées au piano. Enfin, je ne sais pas si tu connais un peu, mais pour moi, Mickey Tucker, c'était un génie aussi. Il savait composer et créer des ambiances quand il jouait. Dans le quintet, c'était comme les cinq doigts de la main, en fait. Quand il bien sûr. Et c'était tu me disais qu'il y avait Bobby Few qui était venu également te voir, du fait que c'était également quelqu'un de Cleveland et qui avait très bien connu Bill dans leur jeunesse. Oui, c'est exact. Lorsque Bill est décédé, donc en décembre 90, nous étions à Paris, heureusement. Heureusement qu'il n'était pas seul dans l'appartement à Brooklyn. Donc nous étions là et j'ai eu cet appel. Je suis pas Few, je vais venir parce que je suis jazzman, je connais bien Bill. Nous sommes tous les deux de Cleveland, Ohio. D'accord, alors il est venu et j'ai découvert le personnage et encore aussi un grand pianiste qui vient de nous quitter le 17 janvier dernier, Oui, oui. hélas. Donc, après, mais il ne m'a pas vraiment raconté beaucoup d'histoires sur lui parce que Bobby était venu au début des années 60 à Paris. Il a tout fait pour ne pas retourner aux USA. Oui, oui, comme pas mal d'autres musiciens américains de cette époque-là, oui. Hmm. Voilà, donc il s'est marié à une petite Française, Simone, avec qui je suis très grande amie maintenant, charmante. Et il a trouvé la façon de rester en France. Voilà un bel exemple. Est-ce que tu as participé à des sessions d'enregistrement en studio de Bill? Non, c'était interdit. C'était interdit de la part des ingénieurs du son ou c'était les musiciens qui voulaient pas être perturbés pendant l'enregistrement? Euh, en fait, peut-être je dis des sottises parce que je travaillais. Et j'ai jamais je pense que si j'avais insisté, j'aurais pu y aller. Donc, j'ai pas eu l'occasion pour répondre à ta question. D'accord. Très bien. Il y a un musicien qui a particulièrement compté dans la carrière de Bill, notamment ses années de formation à la trompette, c'est Clifford Brown. Donc bien sûr, j'imagine qu'il a dû t'en parler comme beaucoup d'autres trompettistes qui ont été influencés par ce trompettiste majeur dans l'histoire du jazz. Est-ce il te parlait de Clifford Brown des fois ou avec d'autres musiciens parce que c'était vraiment un musicien qui comptait vraiment pour lui? Absolument. Ah oui, 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 oui. Alors, Clifford Brown, chaque fois qu'il m'en parlait, il en avait les larmes aux yeux. Parce qu'il l'a connu à Baltimore quand il a été s'installer en 1952. Par là, il est parti à Baltimore pour aller au Morgan State College. Et c'est là qu'il a rencontré Clifford. Et il a Clifford, été avec d'accord. lui de 52 à 53 avant de partir jouer avec des groupes. Et ils ont tissé une amitié qui était permanente. Et là, ce qui s'est terminé brutalement avec un accident de voiture. Mais Oui. la musique de Clifford, elle est toujours aussi prenante, déchirante, émouvante. Quand tu écoutes Clifford Brown and the Strings, c'est quelque chose, Bien c'est sûr. un disque. Et Bill l'écoutait très souvent. Il avait toute la collection des disques de Clifford. Roselyne, quand tu dis qu'ils se sont connus de 52 à 53 au collège à Baltimore, ça veut dire ils ont étudié ensemble la musique? Ben, c'est Bill qui prenait des cours auprès de Clifford. Ah, donc Bill prenait des cours de trompette auprès de Clifford. Voilà, parce que quand Bill a quitté Cleveland, il voulait donc, il avait commencé avec le trombone et puis il a décidé la trompette. Et pour s'améliorer, il est allé donc à Baltimore, dans un collège de Morgan State. Et puis de là, il cherche à rencontrer bien sûr d'autres musiciens. Alors, est-ce que Clifford dans ses pas cherché, cela dit. Enfin, il a rencontré Clifford, il devait rencontrer des trompettistes de toute façon, parce qu'il y avait des masters, Oui. je ne sais pas. Et donc, ils ont développé une amitié sincère et durable. Et d'ailleurs, quand on a eu notre premier bébé, c'était un garçon, on l'avait appelé Clifford. C'est un Voilà. bel hommage. Voilà, donc ça, le choix du prénom avait été très rapide. Et là, ce bébé
n'a pas vécu longtemps, morte subite du nourrisson, donc hélas. Roselyne, bon, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la prime jeunesse de Bill et tes années de formation, je dirais, quand il était à l'école. Toi, de ce qu'il a pu t'en dire, qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que tu peux nous faire partager? Ah, c'est simple, il n'avait rien. Il est autodidacte. Comme il avait dit, mon père travaillait dur auprès de ce qu'il était. Il était mécanicien, quelque chose comme ça, la maman au foyer. D'accord. Ils étaient 3 enfants. Donc lui, il a pleuré pour avoir une trompette que j'ai ici. C'est la seule que j'ai gardée, une petite trompette. Et sa maman avait réussi à ce qu'il ait cette petite trompette et il allait à la cave pour s'entraîner tout seul. Et heureusement, au collège, il y avait toujours des musical bands. Alors lui, il avait commencé parce qu'il avait un oncle qui était contrebassiste Saint-Georges. Voilà. Donc, c'est là où il avait fait écouter du bon jazz, du Charlie Parker. Ouais. Donc, ça l'intéressait. Oh, pardon, j'ai un téléphone. Et donc, à l'école, il a choisi le trombone, mais il a modifié, il a choisi la trompette et il a voulu apprendre davantage. Et il est parti donc à Baltimore, c'était dans les années, début des années 50. Voilà. Je crois que c'est en 49, à 17 ans, il a quitté Cleveland, c'est ça, 17 ans. 1949, il est parti là-bas, il s'est inscrit à l'école et puis il a rencontré Clifford. Et après, il a voulu quitter Baltimore pour aller à New York pour vraiment rencontrer les grandes pointures, Oui. les plus grands. Et c'est là qu'il a fait sa grande rencontre avec Jackie McLean. Ça, Bien c'est sûr. la première marche importante. Oui. Jackie McLean, saxophoniste blanc de l'époque. Que tu as connu, toi? Tu l'as connu? Absolument, parce qu'on allait souvent chez lui. Jackie faisait chaque été, si possible, il faisait un petit festival. Ah oui? Il le faisait où, son festival? Oui, oui. Chez lui? Waouh! C'était plus un festival de bœuf entre amis, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Il invitait plein de musiciens, ses musiciens favoris, et puis on faisait la fête pendant toute la journée, dans la maison, dans le jardin, etc. Ah là là, Tout ça à l'époque. C'était magnifique. l'un chez l'autre. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que Bill, entre ses différentes sessions d'enregistrement et ses compromis de concert, il se donnait des plages horaires de travail régulièrement de sa trompette? C'est ce qu'il pratiquait très souvent son instrument? Absolument, tous les jours, tous les matins, il s'enfermait dans son atelier, enfin dans la pièce réservée à ça. Oui, 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 tous les jours, tous les jours. Et il disait bien à ses étudiants que c'était une obligation tous les jours, minimum 1 heure, Oui. entraîner. Ah oui. J'ai toujours gardé contact avec ces étudiants, dont un qui habite Paris, Mra Oma, à qui j'ai donné le flugelhorn et puis la dernière trompette. Ah bon? Oui, 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 parce Oh, que c'est un beau cadeau, ça, que tu as fait. à quoi bon les réserver pour moi? Je préfère les donner à un de ces élèves qui mettait Bill sur un trépied, enfin qui passait Un très. piédestal, ouais. Et donc, avec qui j'ai toujours des contacts très importants, puisque quand Nadège, ma fille, s'est mariée, il était là, je lui ai demandé de jouer un petit morceau de musique avec la Ah, trompette de Bill. Alors, c'était magnifique. poignant, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et puis l'autre étudiant, c'était un Allemand qui venait d'Allemagne, à Brooklyn pour apprendre. Et il s'appelle Werner, il est le parrain de ma fille, Werner Pusch, qui enregistre, qui a un petit groupe et qui habite Cape Town. Il habitait un peu partout dans le monde, mais il s'est établi à Cape Town. Ouais. Et là, ils parlent toujours du livre, c'est toujours leur mentor. Comme on dit, Bien sûr. c'est quelque chose de très, très important. Bill, en tant que musicien et être humain, ils n'ont jamais eu d'autres professeurs Oui. avec qui ils ont tissé des liens aussi profonds. Voilà. Parce que maintenant, moi, je suis toujours en lien avec eux.
Roselyne, est-ce qu'il y a un disque ou un morceau que tu préfères parmi tous les morceaux qu'a enregistré Bill Hartman? Et est-ce que tu recommanderais un morceau ou un disque pour quelqu'un qui aimerait écouter la musique de Bill? Eh bien, pourquoi pas Politely, qu'il a enregistré en 1982 et qui est vraiment très très joli. Moi, j'aime beaucoup ce morceau-là. Après, il a composé, justement, je remettais à jour toutes ses compositions. Il y a beaucoup d'autres compositions, mais celle-ci, tu connais peut-être cet album, Politely? Oui, Voilà, et d'ailleurs, il passe beaucoup sur les ondes. Je l'entends de temps en temps à la radio. d'accord. Voilà. Donc c'est avec c'est ce morceau-là que tu proposerais pour quelqu'un qui aimerait s'initier à la musique de Bill. Roselyne, on arrive vers la fin de cette interview. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience de vie avec Bill au final, du fait de voilà cette très belle histoire de toi, de cette rencontre dans les arènes de Simiez à Nice, venant d'Afrique du Sud, des États-Unis, etc., d'avoir partagé la vie d'un musicien de jazz. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça au final? Une très grande richesse, parce que je pense déjà que j'avais une ouverture d'esprit, mais Oui, encore plus extraordinairement développée. Parce que ces musiciens, quand tu les rencontres et que tu les vois travailler, enfin pour eux c'était jouer, le travail, ça c'était confondu, ils ont une joie de vivre et c'est ça que j'aime. oui, bien sûr. M'a convaincu de, c'était bien mon milieu, ma deuxième famille, cette joie de vivre et cette joie de partager. Ça, c'est deux choses qui, pour moi, c'est colossal dans la vie, le partage, la joie de vivre, l'entraide et puis l'absence de jalousie. Entre eux, il y a une très grande Mhm. entente. Une fraternité entre eux qui est très forte, une solidarité, oui. Ouais. C'est un milieu d'exception, je C'est une dirais. famille, comme tu dis, une deuxième famille, oui. Oui, oui, Mhm. oui. Et puis, moi, surtout que j'ai connu à une époque où ils voyageaient d'une façon assez pénible. Pénible, bien sûr. Les tournées étaient éreintantes en plus, hein. Bien Mhm. sûr, quand on était à Munich, il fallait réveiller tout le monde, prendre le train à 5 heures du matin pour aller à Amsterdam, et puis on jouait le soir, etc. Donc, ben, personne ne se plaignait, personne. Ils gardaient toujours le sourire. Ouais. C'est des C'était caractères. la vie de baroudeur, de musicien, de jazz de ces années-là, qui perdure toujours d'ailleurs, hein. Ouais. Ils ont une force, et puis une force et une joie de Une, vivre. une santé et une force, bien sûr, ouais. Et jamais, Ouais. jamais, jamais ils se plaignent. Ils sont toujours heureux, quoi. Tu voulais parler d'un musicien qui s'appelle Lou Donaldson, qui en plus qui a une place particulière dans mon cœur parce que j'ai découvert le jazz et j'ai aimé le jazz grâce aussi à lui et à Clifford Brown pendant un enregistrement de Art Blakey, enregistré au Birdland. Donc, tu as connu Lou Donaldson, le grand Lou Donaldson d'ailleurs qu'on embrasse parce qu'il a 93 ans. C'est un vieux monsieur qui vit toujours aux États-Unis et qu'on salue très chaleureusement. Je suis ravie de pouvoir parler encore de Lou Donaldson. Il y a tellement d'amis qui nous ont quittés. Et Lou, ils ont eu de nombreux voyages. J'en sais sans doute la moitié. Bill était très réservé, presque pudique. Il ne me racontait pas beaucoup de choses. Parce qu'avec Lou, je sais qu'ils ont fait leur premier disque qui s'appelait Sunny Side Up en 1960. Ouais. Et là, ils étaient allés dans le sud et que c'était pas facile d'aller dans le sud des États-Unis. Non. Ils n'étaient pas toujours bien accueillis et Ouais. j'ai connu des histoires par d'autres musiciens où, par exemple, s'il y avait un accident au bord de la route, Bill et Lou s'étaient arrêtés pour aider les gens. Et on leur a dit non, non, ce sont des blancs, remontez dans votre voiture, etc. Enfin, choquant, des histoires où quand ils arrivaient dans un endroit, il fallait qu'ils sortent par la porte arrière du club et pas par le devant parce que Mhm. c'est noir. Enfin, et Mhm. je connais l'ambiance, mais Bill n'en parlait jamais. Moi, j'essayais d'avoir des informations, mais c'était difficile. D'accord. Tu as connu le Lou, quelle personnalité il avait, Lou Donaldson, hein? Raconte-nous un peu. Ben, alors, Lou, je n'ai pas fait de voyage ni de journée entière.
Donc, je l'ai connu lors de concerts, de soirées dans un club, etc. Ouais, Le bon vivant, toujours prêt à rire, ouais. à démarrer une chanson. Un grand comique aussi. J'aimais bien rire. En plus, tu as remarqué, il avait un son extraordinaire avec son saxophone, hein, un son et un émotionnel. On sent qu'il jouait avec les tripes, quoi. Ça venait du cœur. Il avait une générosité qui s'entendait à travers son saxophone. Ah oui, c'était un son très, très profond, très généreux et Ouais, presque langoureux aussi. C'était Lou Donaldson, vraiment bien. Oui, oui. Et il y en avait d'autres aussi, comme Johnny Griffin, qu'on a connu aussi longtemps. Mais ouais. Tu sais que Johnny Griffin qui a vécu en France également, dans la région de Poitiers, là, dans le Poitou. il était ici, je l'avais revu à Paris. J'étais bien contente d'ailleurs. Je l'avais revu au Duc des Lombards à Paris. Ouais, Ça remonte peut-être une dizaine d'années, mais enfin voilà. Pardon. Oui, ça c'était encore des musiciens. des géants du jazz. Ouais, vraiment. Il y avait aussi, j'avais oublié de mentionner, parmi les pianistes, Walter Bishop, qui a été très capable Hmm. pianiste. Walter Bishop Jr. Mhm. Bien sûr, Walter Bishop Jr. Alors lui, c'était aussi une personne étonnante, parce qu'étant jeune, il avait démarré avec Charlie Parker. Hein. Oui, Et comme Mickey Tucker au piano, il tapait sur le piano avec une aisance et tu avais l'impression qu'il volait. bien sûr. Et on a fait des voyages aussi ensemble avec Walter Bishop. C'était super, super entente aussi, une fois de plus, quand il Bien jouait sûr. avec nous. C'était des moments inoubliables. Et Bill et Art Blakey devaient bien s'entendre au niveau de leur personnalité parce qu'ils sont restés longtemps ensemble. Ils ont joué très longtemps ensemble. Hein. Exact, puisque Bill, c'était le trompettiste qui a fait le plus, si je puis dire, d'aller et retour Oui, à Blakey. Parce que Bill était assez serein, il n'était pas embêtant, il était facile à vivre et s'adaptait facilement. Mais quand il avait envie de partir avec un groupe, il partait. Mais si Art avait une idée ou une tournée, et qu'il n'avait pas de trompettiste, oui. C'était son côté facile à vivre, personnalité ouverte qui a plu à Art, voilà, peut-être. c'est ça. Oui, parce Ouais. que attention, c'était un sacré caractère. C'était un leader déjà, et puis ça s'entendait même à travers son groupe. Oui. Donc, c'est pas n'importe qui voulait partir en tournée avec Art Blakey. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais n'empêche que Bill a fait une vingtaine de disques avec Art, entre 17 et 20 disques. Pour le moment, je suis en train de faire le point. Mais bon, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé ensemble, ça c'est clair. Et puis la première fois où tu les as vus, ils devaient jouer avec le saxophoniste David Schnitter, qui était ténor. C'est ça, c'était David Schnitter, oui. Qu'on salue d'ailleurs s'il regarde cette émission, eh bien on le saluera très chaleureusement. Et je rajouterai que le contrebassiste, c'était le japonais Shin Suzuki, Oui, avec qui j'ai renoué contact parce qu'il est reparti au Japon et par l'intermédiaire de Stéphane Belmondo ici, avec qui je suis très proche, j'ai eu soudain le nom de Shin Suzuki qui est revenu. d'accord. Et j'échange avec lui et peut-être il va venir à Paris quand il pourra, après le coronavirus, etc. Mais Chin, c'était un contrebassiste adorable aussi, avec qui on a eu de belles aventures. Bon, bah parfait. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On peut. Je vais éteindre le deuxième enregistrement. À moins que tu aies quelque chose à dire encore, peut-être. Ben, le dernier contrebassiste qui était aussi fabuleux, c'était Walter Booker, qu'on appelait Bookie. Walter Booker. Alors, Walter lui, Booker. Ouais. il était avec nous à la Guadeloupe d'ailleurs. Et c'était aussi un géant et un personnage très doux. Le gros Oui, nounou. tu en parles avec de l'émotion sur ton visage, un grand sourire. Oui, oui, oui. Alors, j'aimais tellement, j'avais brodé un beau t-shirt. C'était sa contrebasse dessinée comme une femme. D'accord. Il jouait de la contrebasse. Ah, oui, c'est vrai. Ok. Je faisais des t-shirts. Pardon. Donc toi, tu passais le temps en tournée ou en vacances avec les musiciens en faisant de la couture et tu rhabillais leur garde-robe, c'est ça? Quand
cela s'apprêtait, je trouvais que c'était, je sais pas, la guitare, pour moi, c'était comme le corps d'une femme. Quand tu voyais le contrebassiste qui jouait amoureusement sur Magnifique. mais c'était comme... Alors, j'avais imaginé ça. J'avais fait Ouais. la même chose avec Dizzy Gillespie. J'avais fait, parce que c'était la tête d'affiche en 76, Dizzy Gillespie en maillot, Ouais. les pieds dans l'eau. Donc, j'avais fait un t-shirt. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Mais tu dois être doué, dis donc, en la couture. Tu m'avais caché ça, hein. Puis, je te ferai un t-shirt quand tu veux, Mathieu. Roselyne, est-ce que tu m'as dit que tu avais encore la petite trompette quelque part accrochée? Tu peux nous la montrer ou pas? Ah, Tu vois? alors ça, Roselyne, c'est quoi? C'est la première trompette, c'est le premier cornet avec lequel Bill a joué? Voilà. C'est le premier, c'est un peu la taille par rapport à mon bras. Voilà. Il a commencé l'instrument avec ça, Voilà, c'est ça? il a commencé avec ça. Tu vois, elle est toute petite. Très bien. Roselyne, j'ai vu que tu avais une citation que j'aimerais que tu fasses partager, une citation, très belle citation de Rousseau, que je te laisserai clamer pour terminer cette interview. Voilà. L'art de goûter le bonheur de la vie sert à le prolonger. Voilà, mais magnifique. Bah, merci beaucoup, Roselyne. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, qui aura éclairé un petit peu les amateurs de jazz sur le parcours de Bill Hardman. Merci, Roselyne. Au plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Avec plaisir.